Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchissais. Dans cet appartement, je n'ai ni le droit de fumer, ni le droit d'avoir un animal de compagnie, ni le droit de faire du bruit, ni le droit de placarder des choses au mur, et je n'ai même pas le droit de placer mes meubles comme je veux, puisque comme j'habite au Japon, mon propriétaire m'impose de fixer les meubles avec un petit bout de plastique afin d'éviter qu'ils bougent en cas de tremblement de terre. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on avait le droit de faire certaines choses et pas le droit d'en faire d'autres? D'ailleurs, vous vous êtes déjà demandé pourquoi on avait le droit? Pourquoi la société est régulée par tant de règles et de lois? Après tout, prenez 5 minutes et réfléchissez-y. Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer une société sans toutes ces règles? À qui tu parles? À eux, enfin à vous. Si vous ne vous êtes jamais posé ces questions, alors accrochez-vous, ouvrez vos esprits, aiguisez votre sens critique et préparez-vous à rentrer dans le fabuleux monde du droit avec cette première émission de Lex Tutor. Imaginez un peu une société où le droit n'existe pas. Tant que vous êtes tout seul, cela ne pose pas de problème. Vous faites à peu près ce que vous voulez et n'avez de compte à rendre à personne. Seulement, dans la vraie vie, aussi décevant que cela puisse vous paraître, vous ne vivez pas seul sur une île déserte. Vous êtes dès lors au contact d'autres individus de la même espèce que vous qui peuplent votre environnement. De ce contact va naître des interactions et des dépendances qui vont former ce que l'on appelle des rapports sociaux. Dans le cadre de ces rapports, sans règles, eh bien vous faites toujours un peu ce que vous voulez. Si vous décidez de fracasser la tête de votre voisin parce qu'elle ne vous revient pas, de lui voler son smartphone ou d'imposer une taxe de force à vos compagnons de guilde de chasse au mammouth, grand bien vous fasse. Le problème dans ce rapport de force, c'est que tant que vous êtes le plus fort, vous ferez ce que vous voulez, mais si vous êtes plus faible, vous serez soumis au bon vouloir du Tywin Lannister du coin. Et l'application de ce bon vouloir, c'est ce que l'on appelle l'arbitraire. Wow, ça sonne comme un truc pas cool. Et non, l'arbitraire, c'est pas cool. C'est même pas cool du tout. C'est notamment ce qu'est à l'origine de l'absolutisme, des tyrannies, des... Ouais, c'est passionnant, mais ça ne dit toujours pas ce qu'est le droit. Justement, le droit, c'est finalement ce qu'on a trouvé de mieux pour limiter cet arbitraire. Pour éviter que les personnes détenant le pouvoir fassent ce qu'elles veulent, on a décidé de limiter les interactions que les individus peuvent entretenir entre eux, voire vis-à-vis d'eux-mêmes, pour davantage de sécurité. C'est pourquoi on a progressivement inventé un ensemble de règles pour régir ces rapports sociaux. Et cet ensemble de règles, c'est le droit. Le problème du droit, c'est que ça ne marche que si on accepte un certain nombre de choses. 3 choses pour être exact. Prenons un exemple. Dans le jeu en ligne massivement multijoueur World of Warcraft, tous les nouveaux joueurs commencent par une zone de départ qui leur permet de faire leurs premières armes. Cette zone de départ est accessible par les plus anciens joueurs qui ont, s'ils ont joué un peu, un meilleur niveau, un meilleur équipement et donc des caractéristiques personnelles de force, de dextérité ou d'intelligence plus élevées que les nouveaux joueurs. Si aucune règle n'encadrait ce démarrage, les nouveaux joueurs pourraient se faire frapper, démonter en permanence, asservir ou plus si affinité et donc dépendraient du bon vouloir des plus anciens. Bref, de l'arbitraire. Pour éviter cela, Blizzard Entertainment, le studio derrière le jeu, a décidé d'établir une règle qui dispose que les nouveaux joueurs ne pourront pas se faire attaquer par les plus anciens dans ces zones de départ. Si la règle avait été décidée par une poignée de nouveaux joueurs, on imagine bien que les plus anciens auraient eu du mal à la trouver légitime et l'auraient sans doute ignorée. Mais ici, comme la règle vient de Blizzard Entertainment, elle est reconnue comme telle et s'impose à tous. C'est le premier précepte de l'existence d'un système de droit stable. Il faut que la source des règles soit reconnue et acceptée comme légitime. Ici, comme la source est Blizzard Entertainment, tout va bien. Si malgré ça, un joueur aguerri souhaite prendre son courage à deux mains et aller casser du nouveau dans ses zones de départ, le système même du jeu l'empêche d'aller frapper et le contraint dès lors à passer son chemin. On est ici en face du deuxième précepte. Il faut que l'application de la loi soit garantie par l'existence de moyens de contrainte. Dans le jeu, la contrainte est immédiate puisque le joueur est empêché par le système même du jeu de faire son action. La possibilité de l'action n'apparaît d'ailleurs même pas à l'écran. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si la contrainte était plus tardive, comme une sanction sur l'équipement ou sur le niveau du joueur, celui-ci pourrait alors décider de se faire un petit nouveau en mode YOLO, en prétextant qu'il ne savait pas que c'était interdit parce qu'il n'avait pas lu les petites bulles à lire en début de partie, que personne ne lit, pour éviter la sanction liée à la règle. Ce qui nous amène au troisième précepte. Pour que le système fonctionne, on ne peut pas ignorer la règle. D'où la célèbre phrase « Nul n'est censé ignorer la loi », la loi étant ici comprise au sens large de règles de droit. Et ces 3 préceptes sont inhérents au concept même de droit. S'il en manque un, c'est finalement tout le système qui s'écroule. Pour les 2 premiers préceptes, même si c'est discutable, tout le monde est plus ou moins d'accord en France pour donner de la légitimité au Parlement et au gouvernement en ce qui concerne le choix des règles de droit. Et même si des cas vont aller dans l'autre sens, que la justice a de nombreuses faiblesses, on peut admettre sans trop se mouiller qu'il existe de nombreux moyens de contrainte qui vont permettre de forcer l'application de la loi, que ce soit des sanctions financières, de l'emprisonnement, des restrictions de liberté, des coups de bâton ou encore de la privation de dessert. En revanche, le 3e précepte « Nul n'est censé ignorer la loi » est plus difficile à cerner. C'est même le plus difficile et de loin à mettre en œuvre. Parce que oui, si nul n'est censé ignorer la loi, c'est qu'en théorie, par extension, tout le monde doit la connaître. Ah d'accord. Là je vais commencer maintenant.
Y a combien de règles déjà? Eh bien, si on se fie au calcul de Philippe Sassier, docteur en sciences politiques, et de Dominique Lançois, et qu'on se ferme à la loi au sens strict, qui est un type de règle, on y reviendra dans une future émission, on arrivait en 2008 à pas moins de 10 500 lois et 127 000 autres textes qui sont là uniquement pour les mettre en œuvre. Et il y en a donc uniquement pour ces règles-ci pour un long moment. Ok, j'abandonne. On peut pas vulgariser autre chose? En fait, la problématique du fait de ne pas connaître les règles est vieille comme le monde. Même s'il est codifié pour la première fois chez nous en 1804 avec l'avènement du Code civil dans son article 1er alinéa 3, l'adage nul n'est censé ignorer la loi se retrouve bien plus tôt, comme dans l'expression latine nemo sensetur ignorare legem, et même chez le multitâche Aristote qui décidément était bien meilleur en droit qu'en sciences dures. Et c'est complètement logique puisque, comme on l'a vu, sans ce précepte, aucun système de droit viable n'est possible. C'est pour ça qu'on retrouve cet adage dans un bon paquet de langues. On le retrouve en anglais? Oui. En allemand? Avec tous ces textes, connaître et savoir les règles va prendre du temps. Beaucoup de temps. Mais encore faut-il que ces règles soient facilement accessibles et intelligibles, c'est-à-dire formulées de manière compréhensible. Deux objectifs qui sont des chevaux de bataille des institutions françaises et européennes depuis des années. Le 26 avril 1979, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, Sunday Times contre Royaume-Uni, soulignait que la loi devait être suffisamment accessible pour que le citoyen puisse disposer de renseignements suffisants. En 1999, ces deux objectifs sont même devenus par décision de notre Conseil constitutionnel, institution dont on reparlera, des objectifs à valeur constitutionnelle. En gros, ça veut dire que les règles doivent être accessibles et intelligibles par tous, que c'est comme ça et puis c'est tout. La constitutionnalité de ces objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité permet d'ailleurs d'invalider les lois qui ne les respecteraient pas. En tout cas, en théorie, ce recours au Conseil constitutionnel, sur le papier, il est très intéressant, mais d'abord, il est assez difficile à mettre en œuvre, et ensuite, c'est une résolution du problème en aval. C'est comme si on vous demandait d'aller voir un spécialiste pour vous guérir d'une maladie qui va en plus vous laisser des séquelles, alors que vous auriez pu éviter d'être malade avant. Du coup, cette décision de 1999, elle est bien jolie, mais concrètement, comment on fait pour que ces règles soient accessibles et intelligibles avant ? En ce qui concerne l'accès aux règles, l'ancien tambour de ville, un petit gars qui faisait des annonces en jouant du tambour, a été progressivement remplacé par différents journaux qui permettent de se tenir au courant de la sortie des derniers textes de droit, de la gazette de Théophraste Renaudot en 1631 au journal officiel de la République française actuelle. Les nouvelles lois y sont publiées, condition désormais nécessaire à leur validité. D'ailleurs, vous pouvez consulter une édition électronique du journal officiel de la République française en ligne depuis le 1er juin 2004. Ah carrément, y avait pas une version Minitel aussi ? Si, il y en avait une. C'était le 3615 Joël. Joël pour journal officiel électronique. Le journal officiel de la République, c'est bien, mais c'est très insuffisant. Au-delà des textes qui y sont publiés, qui sont déjà très nombreux, il y a beaucoup d'autres normes juridiques qu'on traitera dans de futures émissions, comme par exemple la fameuse jurisprudence ou encore les règles internationales qui ne trouvent pas vraiment leur place dans le journal. Du coup, le 31 décembre 2013, on dénombrait seulement 64 726 abonnés au sommaire du journal officiel, mis en ligne gratuitement sur le site internet Légifrance. C'est peu. Oui, et ça se comprend. Des lois, il y en a beaucoup, et de plus en plus, puisqu'entre 1986 et 2006, le journal officiel est passé de 7000 à 17 000 pages. En réaction à cette explosion de lois, l'accès aux normes juridiques a été profondément amélioré ces dernières années avec l'avènement d'Internet, mais pas toujours par ceux que l'on croit. En effet, en décembre 2013, Arnaud Dumouriez, directeur de la plateforme Juryblog, recensait en France entre 200 et 250 blogs juridiques tenus régulièrement. Que ce soit l'excellent journal d'un avocat de Maître Eolas, le blog de droit administratif ou encore les Chevaliers des Grands Arrêts, vous pouvez désormais consulter un certain nombre de sites qui existent sur le thème du droit, qu'ils soient fondés sur des explications précises, l'actualité juridique ou sur de la vulgarisation. Il est dès lors aujourd'hui beaucoup plus simple de trouver une information sur le droit, encore plus grâce à l'arrivée de Légifrance, site officiel du gouvernement français, qui diffuse un nombre colossal de textes en tout genre et de décisions de justice. Donc aujourd'hui, on a plus ou moins accès aux règles de droit, et c'est de mieux en mieux, ce qui est plutôt vachement bien. Mais le vrai problème de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », ce n'est pas tant l'accessibilité aux règles que leur intelligibilité. Ce qui veut dire qu'on ne pige rien. Rien. En tout cas, pas grand chose. Et le pire, c'est que même si la Constitution le dit depuis 1999, que l'Europe le dit, que tout le monde le dit, c'est un problème vieux comme le monde, et un problème critique. Si la loi est obscure, si on ne la comprend pas bien, alors elle est imprévisible, et donc arbitraire. Et c'est quand même dommage puisque c'est ce qu'on essayait d'éviter au départ. Pourquoi, écrivait Montaigne, notre langage commun, si aisé à tout autre usage, devient-il obscur et non intelligible en contrat et en testament ?
Pourquoi est-ce qu'on ne comprend souvent pas grand-chose quand on lit un texte de droit? Comme évoqué un peu avant, l'inflation législative, c'est-à-dire le fait de faire de plus en plus de lois, complexifie profondément l'écriture des règles. Regardons par exemple un texte du 13 mars 2014 donnant effet à la modification d'une loi. Décret numéro 2014-331 du 13 mars 2014 relatif aux activités prud'homales. L'article R 1423-55 du Code du travail est ainsi modifié. Au D du 1, les mots AC sont remplacés par les mots O et les mots par le règlement intérieur du Conseil sont remplacés par les mots OC. Vous avez compris quelque chose? Moi non plus. Et même si on prend certaines lois qui ne modifient rien, ce n'est pas beaucoup plus clair, comme cet article 2398 du Code civil qui dispose que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, ce qui n'est pas très clair, je suppose que vous en conviendrez. Comme le disait Philippe Mallory, professeur de droit privé à l'université Paris 2 Assas, un peu d'humilité chez les juristes ferait sans doute beaucoup de bien. Bref, on ne comprend pas grand chose et il existe même un guide de légistique, avec un beau mot inventé exprès pour ça, c'est-à-dire une méthodologie pour aider les gens qui écrivent des lois à écrire correctement des lois. Merveilleux. Je résume. On a plus ou moins accès aux règles qui composent le droit. Mais il y en a énormément et de plus en plus, et au-delà, ils sont souvent très difficiles à comprendre, régulièrement inaccessibles pour des néophytes, voire pour les professionnels, quand le style d'écriture est si mauvais qu'il relèverait Stéphanie Meyer au rang de Victor Hugo. Donc en fait, c'est impossible de savoir la loi. Et c'est ça qui est un peu tricky. Vous ne pourrez jamais savoir la loi. Et il est évident que même les plus grands pratiquants du droit n'en connaissent qu'une petite portion. Pourtant, il faut que cet adage « nul n'est censé ignorer la loi » fonctionne. Sinon, c'est tout le système qui flanche. Je peux savoir ce que tu fais? Je suis inquiet. Ça sent le retournement de situation. Ah, tu sais pourtant bien que je supporte pas les retournements de situation. Allez, vas-y! Plot twist, nul n'est censé ignorer la loi, c'est en réalité ce que l'on appelle une fiction juridique. C'est un principe dont on sait la réalisation impossible, mais dont l'existence est fondamentale pour le maintien du système juridique en place. Nul n'est censé ignorer la loi existe parce qu'il ne faut pas qu'un individu puisse se prévaloir de son ignorance d'une règle. Autrement dit, on ne vous demande en réalité pas directement de connaître la loi, mais par la négative, on vous empêche d'invoquer votre ignorance de la règle, de dire « je ne savais pas » pour échapper à une sanction. Mais c'est une belle arnaque, Lex Luthor, t'es en train de nous raconter qu'il faut pas connaître la loi, mais qu'on peut pas dire qu'on la connaissait pas. Une belle arnaque oui, mais une belle arnaque nécessaire. Si vous ne saviez pas que vous n'aviez pas le droit de congeler votre enfant le temps de quelques vacances, eh bien c'est tant pis, vous serez sanctionné quand même parce que vous n'étiez pas censé ignorer la règle qui vous interdit de mettre votre mignonne petite progéniture au frais. Si vous le pouviez, eh bien chacun ferait ce qu'il veut, et ce serait l'arbitraire. Bien sûr, si cette fiction juridique définit que vous ne pouvez pas invoquer votre ignorance d'une règle pour y échapper, il y a comme pour tout principe quelques petites exceptions, comme entre autres l'article L122-3 du Code pénal et son erreur de droit invincible qui permet à des personnes d'invoquer leur ignorance d'une règle pour peu que celle-ci remplisse certaines conditions drastiques. Nul n'est censé ignorer la loi est donc un précepte fondamental, mais il n'en est pas pour autant absolu. Concrètement, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Nul n'est censé ignorer la loi revient à dire que vous avez tout à fait le droit de ne pas savoir, mais que vous n'avez pas le droit d'utiliser cet argument pour vous défendre. C'est une belle fiction juridique qui montre que le droit est fondé sur des contradictions et des quasi-paradoxes, et qu'il est avant tout une construction humaine, une œuvre de l'esprit, et que dès lors il est aussi fragile que malléable. En cela, il est nécessaire à mon sens de ne pas perdre de vue que certes le droit s'impose aux hommes et est fait par eux, mais il doit avant tout et dans le meilleur des mondes être fait pour eux, pour le vivre ensemble. Et si ce n'est pas le cas, c'est au droit de mettre en œuvre ses propres mécanismes pour que les individus puissent se défendre. S'il ne le fait pas, alors le droit n'aura plus grand chose à envier à l'arbitraire. Et c'est dommage puisque c'est ce qu'on essayait d'éviter au départ. N'est-ce pas ? Voilà, cette première émission de Lex Luthor est désormais terminée. Si elle vous a plu, mettez un pouce vert sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne ou laissez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé ou pour proposer un futur sujet d'émission. Si l'émission vous a plu et que vous souhaitez la voir continuer, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, par mail ou par téléphone ou par tambour de ville. C'est le meilleur moyen de faire vivre cette émission. Alors en attendant la prochaine, à bientôt pour décoder vos droits. Lex Luthor, attends, je me demandais, maintenant que les gens savent, est-ce qu'ils ont le droit de partager cette vidéo sur leurs réseaux sociaux alors que c'est pas eux qui en sont les auteurs ? Oh merde.